Nous voici de retour pour plonger encore plus profondément dans l'histoire fascinante de la famille Médicis. Mais impossible de passer à côté de cette femme qui a régné sur la France et dont le nom est à jamais gravé dans l'histoire, Catherine de Médicis. Si son mariage avec Henri II la propulse au sommet de la cour de France, c'est véritablement après la mort de ce dernier qu'elle va déployer toute sa puissance. Reine, puis régente pendant la minorité de ses fils, Catherine devient la figure centrale de la monarchie française pendant l'une des périodes les plus troublées de l'histoire. Les guerres de religion entre catholiques et protestants, souveraine d'exception, diplomate rusée et parfois accusée d'être l'architecte de complots meurtriers. Elle a marqué l'histoire non seulement de la France, mais aussi celle de l'Europe. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Catherine de Médicis est née en 1519 à Florence, dans une Italie morcelée entre diverses puissances. Ses parents, Lorenzo II de Médicis et Madeleine de la Tour d'Auvergne, moururent peu après sa naissance, faisant d'elle une orpheline à l'âge d'1 mois. La famille Médicis, bien que riche et puissante, vivait alors des temps troublés. La République de Florence, hostile à leur domination, chassa plusieurs fois les Médicis du pouvoir, et la jeune Catherine fut envoyée dans des couvents pour sa protection. Ce passage dans des monastères n'a pas seulement assuré sa sécurité, mais a également forgé son caractère. Elle a reçu une éducation rigoureuse, axée sur la religion, les lettres et l'obéissance, mais aussi une certaine discipline qui allait jouer un rôle clé dans sa gestion des crises futures. Cependant, sa vie prend un tournant décisif grâce à son grand-oncle, le pape Clément VII, également membre des Médicis. Dans un contexte politique où les alliances étaient essentielles, Clément VII cherchait à affirmer le pouvoir de sa famille face aux ambitions des grandes puissances européennes, comme l'Espagne et la France. C'est ainsi qu'en 1533, Catherine, alors âgée de 14 ans, fut promise au fils cadet du roi de France, Henri, duc d'Orléans. Le mariage de Catherine avec Henri, futur Henri II de France, était avant tout une décision diplomatique, symbolisant l'alliance entre la papauté et la monarchie française. À l'époque, le pape Clément VII, qui avait succédé à Léon X, cherchait à renforcer ses liens avec la France, notamment pour contrer l'influence grandissante des Habsbourg en Europe, qui dominaient à la fois l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique. En tant que nièce du pape, Catherine devenait un atout précieux pour cette alliance stratégique. Cependant, Catherine ne se distinguait ni par une dot, ni par un héritage direct à des territoires importants. Elle n'était pas non plus d'une lignée royale, mais la richesse et le prestige culturel des Médicis, combinés à l'influence papale, suffisaient à rendre ce mariage avantageux pour la France. À la cour, Catherine n'avait initialement qu'un rôle modeste, son mari étant plus attaché à sa maîtresse Jeanne de Poitiers, une femme beaucoup plus âgée qui détenait une grande influence sur lui. Malgré ses débuts difficiles à la cour de France, Catherine a dû faire preuve de patience et de détermination. Pendant près de 10 ans, elle fut incapable de donner un héritier à la couronne, ce qui faisait peser les rumeurs et critiques sur elle. Néanmoins, grâce à ses compétences politiques et sa ténacité, elle finit par s'imposer, donnant finalement naissance à 10 enfants, dont 3 devinrent rois de France. Dès le décès de son époux, Henri II, en 1559, Catherine de Médicis, intriguée par les arts mystiques, entretenait des liens avec des astrologues, dont le célèbre Nostradamus. Une prophétie attribuée à celui-ci avait en particulier retenu son attention, prédisant, semble-t-il, la mort brutale de son époux lors d'un duel. Nostradamus aurait écrit « Le lion jeune, le vieux surmontera. En champ bélique, par singulier duel, dans cage d'or, les yeux crèvera. 2 classes 1,
puis mourir mort cruelle. En juin 1559, cette sombre prédiction devient réalité. Henri II, qui avait participé à un tournoi en guise de célébration pour le mariage de sa fille, fut mortellement blessé à l'œil par un éclat de lance brisé. Ce drame, qui frappa Catherine en plein cœur, semble avoir renforcé sa foi dans les prophéties et ajouté sa crainte de voir sa lignée menacée. Avec la mort d'Henri II, Catherine prend les rênes du pouvoir et n'hésite pas à rétablir son autorité. Un de ses premiers actes est de réclamer le château de Chenonceau, que Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri, occupait jusque-là. Catherine l'éloigne alors de la cour en l'envoyant au château de Chaumont. Ce geste symbolique montre bien le caractère dominant et résolu de Catherine, marquant sa détermination à effacer l'influence de ceux qui lui faisaient de l'ombre. Mais Catherine se retrouva dans une position délicate. Régente pour ses fils successifs, François II, Charles IX et Henri III, elle hérita d'une France profondément divisée entre catholiques et protestants. Les guerres de religion éclatèrent en 1562, plongeant le pays dans un chaos où les alliances changeaient constamment. Catherine tentait de maintenir l'équilibre en optant pour des approches de conciliation, notamment par le mariage de sa fille Marguerite de Valois avec le prince protestant Henri de Navarre. Ce mariage, qui devait symboliser la paix, conduit cependant au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, événement tragique et controversé de l'histoire de France. Le massacre de la Saint-Barthélemy reste l'une des décisions les plus controversées de Catherine. En août 1572, après le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre, les tensions atteignirent un point culminant. Craignant un complot huguenot, donc les protestants, Catherine et Charles IX auraient approuvé, sinon ordonné, l'élimination de plusieurs dirigeants protestants à Paris. Ce massacre, qui débute le 24 août, se propagea dans tout le royaume, faisant des milliers de victimes. Mais son rôle exact lors du massacre de la Saint-Barthélemy reste discuté. Certains pensent que Catherine était une femme froide et instigatrice, et d'autres pensent plutôt qu'elle avait peur pour son fils. Mais au-delà de ce massacre, Catherine s'efforce de rétablir la paix à plusieurs reprises. Elle était une fine négociatrice, tentant souvent de faire valoir la tolérance religieuse par les édits de pacification. Mais malgré ses efforts, elle restait perçue comme une étrangère au sein de la cour française, ce qui accentua sa réputation de manipulatrice et, en même temps, d'empoisonneuse. Ses choix de régente, bien que motivés par la survie de la couronne, lui valorisent une image ambivalente dans l'histoire. Entre complot et guerre dévastatrice, Catherine meurt de la pleurasie le 5 janvier 1589 au château de Blois. Elle est enterrée à l'église Saint-Sauveur de Blois, mais sa dépouille n'est transférée à Saint-Denis que 22 ans plus tard. Le 1er août 1793, les révolutionnaires profanent le tombeau, jetant les dépouilles du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis dans une fosse commune. Ce n'est qu'en janvier 1817 que les corps sont retrouvés et déposés dans l'ancien caveau de Turenne, dans la basilique Saint-Denis. Catherine de Médicis restera dans les livres d'histoire français comme une femme aimant ses enfants, une figure emblématique de la déchirure du royaume de France et une diplomate cherchant à éviter les guerres, malgré les massacres qu'elle a ordonnés. Nous voilà à la fin de cette deuxième partie consacrée à Catherine de Médicis. Lors de la troisième partie, nous retournerons à Florence pour continuer l'histoire des Médicis, explorant leur influence et leur contribution à l'art et à la culture et la politique. Restez avec nous pour découvrir comment cette famille a façonné l'Italie et l'Europe à travers les âges.